OK, so, comme mentionné aujourd'hui, on va finir. OK, on va avoir le season finale de la vie de Napoléon ou de la Révolution française. En principe, c'est la fin de la Révolution. Il va y avoir quelques événements qui vont suivre ça, qui sont révolutionnaires, mais la Révolution française officiellement est supposée se terminer en 1815. OK? À date d'eau, qu'est-ce qu'on a vu qui est arrivé pendant les années napoléoniennes de 1799 à 1804? Anne-Marie. OK. Oui, il y a beaucoup de réformes qui ont aidé la France. Est-ce qu'on peut avoir des exemples de des réformes qu'il a faites, comme qui sont différentes de ce qu'il y avait pendant la Révolution? On va aller vers quelqu'un de Marie. Oui, il a mis bien de l'emphase sur est-ce qu'on a le droit d'avoir une propriété? Oui, selon Napoléon, avoir une propriété, c'était quelque chose qui était important et tu ne peux pas la perdre. Oui, alors. L'éducation, OK? Il a standardisé l'éducation, ce qui veut dire, il a fait comme un curriculum. Pas exact, là, mais comme nous autres, on a un curriculum, tout le monde en Ontario doit apprendre la même chose, sauf on a des différentes façons de l'enseigner. So, on a un document qui dit l'élève doit avoir appris ça, ça, ça par la fin de l'année, mais ce n'est pas si spécifique que vous pensez. C'est quelque chose de très général, comme l'élève doit être capable de différencier les sociétés du 15e au 20e siècle. OK? Ça, c'est un exemple d'une attente. Puisque l'enseignant fait comme, oh, OK, so, ça, c'est comme un, OK, so go nuts là, avec ça. Bon, il y a des attentes comme en maths. L'élève doit être capable de déterminer les caractéristiques d'une parabole. C'est pas mal plus spécifique. OK, il faut que l'élève soit capable de faire ça. So, Napoléon, lui, a standardisé ça pour tout le monde en France. Il a aussi séparé ça dans deux groupes, right? Tu avais l'éducation pour ceux qui veulent aller plus loin après 12 ans, puis l'éducation pour ceux qui veulent commencer à 12 ans. So, il est en train d'essayer de plaire à tous les niveaux, right? Si je suis je suis une classe moyenne qui veut étudier, je vais aller dans le gouvernement, je peux continuer. Si je suis un paysan qui doit aller travailler sa ferme, après 12 ans d'école, je peux lâcher puis m'en aller travailler sa ferme. Dès l'âge de 12 ans en général. Moi, mon grand-père, à l'âge de 9 ans, a lâché l'école puis a été travailler dans une usine. Ouais, c'était. OK, quoi d'autre est-ce qu'on a eu? Quelle sorte de réforme est-ce que Napoléon était bon pour les femmes? Était-il bon pour les femmes? Il n'a pas vraiment fait grand-chose. Qu'est-ce qu'il a fait qui est comme pas vraiment correct, là? Ouais, toutes vos mari ou au père. So, les autres sont dépendantes du mari ou du père. So, si jamais, comme tu peux hériter un terrain, right? Ton père, il meurt, tu hérites le terrain, mais tu n'as pas le droit de le vendre unless ton mari accepte. Non, ils l'ont gardé, ils l'ont mis plus facile pour divorcer. So, ça donne rien, right? Parce que moi, je peux me divorcer de mon mari. OK, on va assumer que je suis une femme. Là. Je peux me divorcer de mon mari. Mais, OK, mais là, je dépendais de mon père. Aussitôt que je l'ai divorcé, je suis quand même pas indépendante. So, qu'est-ce qui est mieux? Tu fais ton choix, là. OK? So, mettons, je gagne le terrain de mon père quand il meurt. Le terrain, techniquement, appartient à mon mari parce que c'est juste lui qui a le droit de le vendre. Puis tout l'argent que moi je fais sur mon terrain va à lui. C'est vrai. Si tu restais avec ton père jusqu'à ce qu'il meure, tu serais techniquement indépendant. T'as raison. Ce serait pas une méchante stratégie. Y a-t-il d'autres choses qu'on a couvert au sujet de Napoléon? On a parlé des. Oui. OK, réforme religieuse, premièrement, il a fait un accord avec les catholiques. L'accord de Concordat de 1801. Pardon. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qu'il dit dans cet accord-là, là, comme il y a une couple de grosses choses importantes? Ben, il dit OK, je reconnais que la majorité de mon peuple est catholique. Ça donne quoi à la religion? Pas vraiment grand-chose, right? Parce que ça va pas changer rien. C'est juste que la religion dit, ouais, faut que tu l'admets. C'est tout ce qu'il a fait. Oui, vous êtes la majorité. Mais il y a eu beaucoup là-dedans qui est bon pour Napoléon. Je dirais quasiment tout est bon pour Napoléon. OK, la religion catholique n'a pas eu grand-chose dans cette réforme catholique-là, mais ils ont été reconnus. Puis ils ont eu le droit de réinstaurer leurs prêtres qui ont quitté pendant la Révolution. Okay, ça, c'est une des grosses choses. Mais Napoléon a quand même plaît aux protestants. Il a dit, j'ai le droit d'avoir des ministres qui sont protestants. So, il a comme dit tout ça, oui, 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 catholique, vous êtes ici, vous êtes ici. Mais dans la clause, ça dit, j'ai le droit d'avoir des ministres qui sont protestants. En d'autres mots, je veux que les protestants aient un mot à dire dans les décisions. Ils ne vont pas vraiment avoir un mot, là. C'est une dictature essentiellement qu'il y a, mais c'est pour
que les gens commencent à penser qu'il est bon. Que tout ce que Napoléon a fait, est-ce que c'était avec des bonnes intentions? Fort probable. Mais il y a toujours des petites choses cachées en arrière. OK? C'est un intellect. Là. Puis il est en train de manipuler les groupes pour pouvoir avoir les gens de son bord pour que quand ils demandent quelque chose, ils vont le faire. OK? C'est comme, il y a des gens qui font des amis juste pour avoir des faveurs. OK? Vous connaissez probablement des gens qui font déjà ça des fois. OK? Ils sont devant chum avec vous autres, puis là, tout d'un coup, hey, fais ça pour moi. So, c'est un petit peu comme ça qu'il est en train de travailler, lui. Là. On a parlé des guerres avant qu'il soit au pouvoir de la France. Il y a eu la guerre de la deuxième coalition, quand il a sorti les Russes et les Autrichiens du nord de l'Afrique. Et ensuite, on a dit qu'à ce point-là, il était rendu que l'Angleterre était isolée. OK? Donc ça, c'est deux des bonnes choses. Peut-être isolé, on veut dire, sont comme tout seuls dans la guerre. OK? Ils continuent à se battre contre la France, mais ils sont tout seuls. Puis enfin, ils ont signé un traité, l'Angleterre, le traité d'Amiens, qui ils voulaient faire un accord avec la France pour être capable de faire des échanges avec les autres pays. Ils ont dit oui, la France, mais il fallait qu'ils donnent Trinidad, il fallait qu'ils donnent des îles de Caraïbes, il fallait qu'ils donnent bien du stuff, là. Puis à la fin du compte, ils n'ont même pas été capables de faire des échanges. Sur l'Angleterre s'est fait. Il y a eu le petit bout du bâton. Là. Okay, sur Napoléon a tout gagné. So, à date, c'est comme le paradis pour Napoléon, right? Tout va super bien. Aujourd'hui, on va voir l'Empire napoléonien, parce que ce qui va arriver, c'est que Napoléon, à la fin, a vendu la Louisiane, parce qu'il voulait garder de l'argent pour... Il y avait au début un rêve d'un empire américain, sur d'envahir les États-Unis aussi et le Canada. Là, il commence à avoir un rêve d'un empire européen. So, il veut envahir l'Europe. OK? Ah, il n'est pas calibré par tout. OK. So, la première chose qui est importante à noter, c'est en 1804, Napoléon se couronnait lui-même l'empereur de la France. Okay? Il était le premier consul. Okay? Là, il y a juste, comme vous voyez, la peinture de Napoléon qui tient sa propre couronne, qu'il va mettre sur sa propre tête. C'est ça, il y a des rumeurs, comme les peintures sont que Napoléon est en train de le prendre du pape, mais on ne sait pas si historiquement ça l'a réellement arrivé. Okay? On sait qu'il s'est couronné lui-même, mais on n'a pas de... Comme, est-ce que c'est une peinture qui était comme genre une interprétation de ce qui est arrivé? Ou est-ce que c'est réellement qu'il a pris des mains du pape et dit je suis? On sait juste qu'il s'est lui-même couronné parce que le pape était là puis c'était une grosse cérémonie. Pas certain. Okay? Il avait aussi dit à ce point-là que lorsqu'il est entré en tant qu'empereur, il a dit qu'il est nécessaire d'imposer l'Empire français sur l'Europe. Par ça, il est en train de dire que l'Europe est prise sous les chaînes de des monarques. L'Europe est prise sous les chaînes de des empereurs. Attends une minute. OK. L'Europe est, okay, l'Europe est prisonnier. On doit les libérer. On doit libérer tout le monde. Okay? C'est la même mentalité que l'armée révolutionnaire. Right? Il faut répandre la révolution. On s'en va en guerre contre tout le monde. Sur lui, il fait comme je vais aller vous sauver. Je vais aller dans chaque pays, je vais aller vous sauver de votre roi ou votre reine, etc. Mais le problème avec ça, c'est que les gens ne vont pas vraiment le voir de ce côté-là, les autres pays. Okay? Les autres pays qui vont envahir tranquillement pas vite vont être comme on t'aime pas, man. T'es pas ici pour nous libérer. On était corrects, la plupart d'entre eux. Okay? Ils sortaient bien la façon qu'ils étaient. Bon, OK. L'Empire français. So, pour vous donner une meilleure idée de c'est quoi l'Empire français, quand on dit ça, c'est pas juste la France. OK? So, si vous regardez dans le dessin que j'ai là, vous avez tout ce qui est bleu foncé. Là, c'est difficile à voir que vous avez des pages noires et blancs. Mais tout ce qui est bleu foncé dans ce dessin-ci, c'est ce qu'on considère l'Empire français. So, vous pouvez voir un peu qu'est-ce que lui a envahi. Puis aussi, il y a des régions satellites là-dedans. Des régions satellites, c'est comme il a envahi juste une ville. Comme Berlin. Berlin était envahi, était français, Berlin. L'Espagne, une certaine région de l'Espagne était appartenue par la France. Lui, il y avait des petites régions ici. J'ai conquéri cette région-là. J'ai pas tout le pays. Puis l'Allemagne, c'est très difficile de dire que tu as tout le pays. Parce que c'est pas nécessairement un pays. C'est le Saint-Empire romain, qui est juste un regroupement de plein d'États. So, tu peux conquérir un État. So, Napoléon, ça, c'est son idée. OK? Puis aussi pratiquer le népotisme dans ces régions satellites-là. C'est quoi le népotisme? On en a parlé hier. Avant-hier, pardon. Népotisme. C'est comme genre un autre mot qui sonne comme ça commence par un F. Fav, A, Ri.
Népotisme, favoritisme. OK, du népotisme, c'est quand tu, mettons, il a envahi Berlin, je mets mon cousin au trône de Berlin. Ouais, il usait sa famille ou des gens apparentés avec lui ou des gens qu'il connaissait très bien, puis toi, tu vas gouverner ce pays-là. Ça insultait beaucoup de gens, parce que ben, surtout les officiers du militaire voulaient eux-mêmes être au pouvoir. Tu sais, mais souvent, ton grand officier, je te donne cette partie de terrain français-là pour gérer. Non, je le donne à mon frère, parce que d'ailleurs, son frère a reçu l'Espagne. Puis on va en parler tantôt, comment est-ce que l'Espagne n'était pas trop heureux avec ça. So, il va composer, comme on a mentionné tantôt, son idée, c'est de continuer à imposer la révolution sur le monde. Au début, ses idées sont siècle des Lumières, ish. Comme, OK, tu veux la bonne chose, tu veux le code napoléonien et l'égalité des hommes, blablabla. Bla, bla. Mais là, le plus qu'on y va, le plus qu'on commence à réaliser, je suis pas certain si c'est parce qu'il veut imposer des bonnes choses ou il veut juste conquérir tout le monde, puis juste avoir une mentalité dans toute l'Europe. OK, on commence, les grands philosophes commencent à questionner qu'est-ce qu'il fait, le peuple commence à questionner qu'est-ce qu'il fait. Donc, on commence à avoir des différentes opinions que peut-être il n'y a pas une si bonne idée que ça. Peut-être que c'est vraiment plus dark son affaire que ça a l'air. OK? Le Darth Vader. OK. So, la France est constamment en guerre avec l'Angleterre. Right, Adam? Ouais, ils saillissent. OK, les Français et les Anglais, on s'arrange jamais. Bon. So, ils ont dit, OK, en octobre 1805, on va envahir l'Angleterre. On va se rendre sur leur terrain, puis on va l'envahir. Là, il y a un autre pays qui a déjà essayé ça dans le temps d'Élisabeth. Quel pays? Espagne, right? Philippe II, avec son armada espagnole. Puis qu'est-ce qui est arrivé? Ouais, ça c'est quand ils ont parti leur propre bateau en feu, ils ont envoyé ça dans le vent. Puis ça l'a soit dispersé tout le monde de leur formation espagnole ou ça l'a brûlé des bateaux. Fait qu'en somme, ils ont essayé de rentrer encore une fois chez l'Angleterre, parce que l'Angleterre, c'est une petite île. Tu as besoin d'une manière de rentrer. Ils arrivent là en bateau, puis il y avait l'Espagne de leur bord, parce que son frère Napoléon était chef de l'Espagne. Quand ils arrivent là, l'Angleterre les attendait, et l'Angleterre a détruit toutes les forces navales de Napoléon. Et les Espagnols, ça fait qu'ils n'ont pas venu à bout de rentrer. On va établir une suprématie de forces navales. Ça veut dire qu'ils vont être la superpuissance sur l'eau. Pendant 100 ans de temps, l'Angleterre va mener dans ce département-là. Okay? So, il n'y a pas personne qui va messer avec la Grande-Bretagne sur les eaux. Oui. Pendant, pendant plusieurs années, l'Angleterre va être une superpuissance. Ce n'est pas un secret, tu es une île. Il faut que ta force soit que tu peux protéger l'eau qui t'entoure. Okay? So, ça va être une de leurs grandes forces. So, lui, il dit, crap, je ne suis pas capable de rentrer. OK, je m'en vais à l'est. On va aller voir que je peux aller pogner à l'est de la France au lieu. All right. OK. So là, on va avoir ce qu'on appelle la bataille d'Austerlitz, qui est dans la République tchèque aujourd'hui, qui est dans la région de la République tchèque de nos jours. Pendant la bataille d'Austerlitz, c'était la France contre la Russie et l'Autriche. Par contre, vous vous rappelez qu'on avait la deuxième coalition quand on se battait en Égypte? La Russie, l'Autriche, la Grande-Bretagne et la Suède, c'était la troisième coalition. Okay? Ils ont fait bien des coalitions pour essayer de battre Napoléon. Okay? Quand ils ont entré à Austerlitz, Alexandre, ça c'est l'empereur de la Russie. Tsar Alexandre Ier. Okay? Alexandre, il sort de là. Okay? Il commence à voir, je vais perdre, je m'enlève de là. Là, il laisse l'Autriche seule. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver à l'Autriche? Ouais, ils vont se faire détruire. Boum, 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 comme Adam disait avec ses effets sonores. Puis là, ils vont, en somme, accepter qu'ils donnent une partie de leur terrain à la France. La France vient de gagner une partie de l'Autriche. Puis, ça met fin à la troisième coalition. La Russie ne veut plus rien savoir. L'Autriche ne veut plus rien savoir de la France. Ils ont dit, OK, on a perdu. On s'en mêle back. Qui est back tout seul? Ouais, la Grande-Bretagne est back tout seul en guerre avec la France. Napoléon va devenir le, guillemets, maître du centre de l'Europe. Okay? Ils vont tous avoir des petits leaders dans chaque région, mais lui, c'est le maître, le top. Okay? Il est en train d'envahir et dire, vous travaillez pour moi. Une fois, on voit la mentalité dictateur de Napoléon. Puis, il va aussi faire construire l'Arc de Triomphe pour commémorer la victoire à la bataille d'Austerlitz. Puis, vous savez c'est quoi l'Arc de Triomphe?
vous avez déjà vu des photos si vous n'avez pas déjà été en France. J'ai déjà vu l'Arc de Triomphe, sauf que j'étais en 12e année, j'avais aucune idée qu'est-ce que c'était. Je suis comme cool. Ouais, tu savais encore moins que moi, qu'est-ce que c'était ça. Ouais, moi tout, j'étais comme, hey, bah, ouais, je sonnais probablement pareil en 12e année comme toi, tu sonnais en première année. Ça montrait mon niveau d'intérêt de l'histoire en 12e année. J'étais juste comme, whatever. C'est une affaire. Mais là, penser que ça a été créé en 1805. Ça se faisait pas si longtemps que ça. Ça fait quoi? Un petit peu plus que 200 ans que ça a été fait, cette affaire-là, puis c'est encore en bonne shape, là. Il a été gardé en bonne shape. La France sont bons pour garder la plupart de leurs monuments. Ils veulent détruire la maison de Napoléon? Ah, tu signes une pétition. Excellent, man. Excellent. OK. So, juste pour vous donner une autre idée de d'autres événements qui sont passés en 1806 et 1807, la Prussie a connu deux défaites face à Napoléon en 1806. Puis Tsar Alexandre, okay, l'empereur de la Russie, il fait la paix avec Napoléon. So, hier, vous vous rappelez, je vous disais qu'il y en a certains qui vont être alliés, ennemis, alliés, ennemis. Okay, ils vont hopper là. La Russie devient un allié à Napoléon. Ils perdent en 1807, ils sont comme, tu sais quoi? On va faire une petite équipe là. On va se mettre ensemble, on va jamais aller contre toi, Napoléon. OK? So là, la superpuissance, l'Empire française de Napoléon vient d'ajouter la Russie à son armée si jamais ils ont besoin de l'aide avec quelque chose. Alors, ils continuent à grandir. On a ensuite signé ce qu'on appelle le traité de Tilsit. Je ne sais pas si je dis comme il faut, Tilsit, Tilsit. En tout cas, dans ce traité-là, ça c'était à la suite aux deux guerres qu'on a eu en 1807 et 1807, la Prussie va perdre la moitié de sa population en terrain. Ils perdent une partie de leur terrain, mais dans le terrain qu'ils ont donné à la France, à moitié de la population prusse est là. So, Napoléon vient de gagner une autre population. OK? Ça, c'est pas Mario qui passe dans un petit tube vert. Là. Ouais, Glom pogne la pomme. OK, la Russie accepte aussi la réorganisation napoléonienne de l'Europe centrale de l'ouest de l'Europe. So, vous voyez la map que j'ai faite avec le bleu, là? OK, la Russie accepte ça comme ça, c'est toute la France. Les autres, ben, ils veulent être du bord à Napoléon aussi. Ils sont comme pourvu que tu dis pas que nous autres, on fait partie de la France. On est cool. OK? On va t'aider. Ils vont aussi accepter le blocus continental qu'on va parler dans 2 instants. Oui. Puis ensuite, ils vont devenir des alliés, pas des juste pour hockey, là, face à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, maintenant, doit non seulement battre la France, doit aussi battre la Russie. Puis, il va également, ça c'est quelque chose qui est comme un petit peu, il va accepter que Napoléon a le pouvoir de l'ouest et du centre de l'Europe. So, il est correct avec le fait que toute l'Europe, sauf l'Est, qui est comme lui, puis la Prussie, puis ça, c'est tout à toi. Tu es l'empereur de l'Europe. Il est correct avec ça, lui. C'est un petit peu difficile à croire parce que lui, il est en train de grandir son armée. Ça aussi, il décide de se tourner de bord contre Alexandre, ça peut être dangereux pour la Russie. Okay? Puis, une autre chose qui est importante à noter, on en a parlé hier, que la France occupe Berlin et plusieurs régions de l'Allemagne ou du Saint-Empire romain, que ça s'appelait à l'époque. OK. Ça fait fait quoi là? 3 unités qu'on appelle ça le Saint-Empire romain? Puis on va changer de nom aujourd'hui. OK? Ouais. Napoléon, il a décidé, OK, je vais réorganiser ça, je vais prendre une certaine partie, certains des États que j'appartiens de l'Allemagne, puis on va appeler ça la Confédération du Rhin. OK? Confederation of Rhine, si tu veux le dire comme un Allemand, je ne suis pas capable de faire un accent allemand. Là. Puis lui, il va dire qu'il est le protecteur de la Confédération du Rhin. Qu'est-ce que ça veut dire, protecteur? Ah, ouais, mais en réalité, qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Ouais, je suis le boss, puis tu vas aimer ça. OK, so, c'est juste une autre façon qu'il peut dire je mène ce pays-là. Puis il va abolir. Il n'y en a plus de Saint-Empire romain. Là, OK? C'est la Confédération du Rhin. Puis ça, ce que ça va commencer à faire, puis savez-vous c'est quoi le nationalisme? Oui, c'est aussi une fierté, right? Ouais. Ouais, OK.
dans leur film, dans leur façon de, OK, de fêter. OK, so lui, ce qu'il va faire, l'Allemagne est juste, encore, je mets Allemagne, là, mais c'est parce que c'est juste pour vous situer. Saint-Empire romain, c'est plein de 6 États. Ils n'ont pas vraiment grande fierté, là. Ils ont leur propre petite région. Lui, il vient dire, vous n'êtes plus le Saint-Empire, vous êtes la Confédération du Rhin. Là, le monde commence à dire, attends une minute, il y a un Français qui rentre chez nous, qui prend une partie, il nous dit qu'est-ce qu'on fait, puis il nous dit ce qu'on est. On va commencer les gens vont commencer à réaliser que, premièrement, OK, on est tous ensemble, Esther? Correct. Puis, deuxièmement, tu n'es pas notre empereur. Notre empereur, c'est l'empereur de l'Autriche, qui devrait être l'empereur du Saint-Empire romain, qui est également le frère de... Oui, dans le film qui a aidé à Louis XVI à le convaincre d'avoir des relations avec Marie-Antoinette, c'est l'empereur de l'Autriche à l'époque, qui était l'empereur du Saint-Empire romain, right? Toute la patente, c'était lui, là. Il était le Saint-Empereur romain, mais ensuite sa mère est décédée, donc il est aussi absorbé l'Autriche. Mais là, regardez ce qu'il vient de faire à ça, Napoléon. Il vient de dire non, ça m'appartient, puis moi, je suis le protecteur. OK. C'est aussi comment est-ce qu'on commence à voir les Allemands commencent à être l'Allemagne, là, quand on commence à le voir tranquillement, pas vite. Le blocus continental, OK, ça, c'est un concept. Il y en a d'entre vous qui vont tomber le poignet facilement. Là. OK. Il faut commencer par dire que la France n'est pas capable de rentrer en Grande-Bretagne, right? Ils ont leur force navale, puis c'est comme, je rentre pas là. Tout ce qu'ils ont décidé de faire, c'est, OK, au lieu de les battre de façon militaire, on va les battre en les faisant mourir de faim. On ne va pas les laisser faire aucun échange avec toute l'Europe. Tu n'as pas le droit de faire aucun échange. Zéro. Ton économie va aller, tu n'auras plus rien, tout le monde va mourir. C'était ça la stratégie de Napoléon. C'est ça qui a dit à tout le monde de se mettre en accord là-dessus. So, comme j'ai mentionné ici, 1806, l'échange avec la Grande-Bretagne est interdit. So, là, la Grande-Bretagne dit OK, mais on est comme genre sur le bord de l'océan, on est le plus loin de l'océan de l'Europe. So, chaque fois qu'il y a un pays neutre qui veut rentrer en Europe, il doit passer par nous autres. So, comme eux autres, ils plantaient le bateau sur le bord de l'océan, les Américains arrivaient pour ramasser des choses. Hop, tu rentres ici. Les Américains rentraient, la Grande-Bretagne mettait des choses dans les bateaux des Américains. Puis eux autres pouvaient se rendre, mettons, en Allemagne, vendre des produits pour la Grande-Bretagne. OK, so, il y avait genre des accords avec les pays neutres qui ne voulaient rien savoir dans ce gars-là. Napoléon de l'autre bord, il dit ah ouais, OK, tous les bateaux qui arrêtent en Grande-Bretagne vont être vérifiés. So, si tu as rentré un bateau neutre, puis tu rentres en Grande-Bretagne, en passant par l'Europe, tu dois revenir en France te faire vérifier, puis tous tes matériaux vont être confisqués si tu as quelque chose qui appartient à la Grande-Bretagne. So là, qui tu penses qui va être comme frustré là-dedans, là, qui doit faire ça à chaque fois? Les pays neutres comme les États-Unis sont comme screw you, man, je veux juste payer mes affaires et m'en aller. Fait que c'est une des causes de la guerre de 1812. On en a parlé au début du semestre, la guerre de 1812. C'est quand les États-Unis ont envahi le Canada. Ils ont essayé de, encore une fois, l'idée révolutionnaire a continué avec les États-Unis, mais aussi c'était une des causes, ils étaient frustrés avec la Grande-Bretagne. Ils n'attaquaient pas le Canada, ils attaquaient la Grande-Bretagne, les autres, dans leur tête. Là. OK? C'est juste qu'il y avait des gens qui venaient du Canada qui se sont alliés avec la Grande-Bretagne pour aller en retour dans les États-Unis. Okay? Surtout, on avait beaucoup d'Autochtones qui ont participé à cette guerre-là. Oui, brûler la Maison Blanche, selon la chanson des Arrogant Worms. Les Américains, ouais, je sais. Je veux juste vous montrer peut-être une idée du blocus continental. OK. Voilà. Ça, c'est une excellente idée. Regarde, ce qu'il voulait faire, Napoléon, c'est une ligne imaginaire. Tout ça, là, la Grande-Bretagne n'a plus le droit de faire d'échanges avec tout ce qui est sur ce bord-là. Si la Grande-Bretagne est toute seule dans ses propres échanges. Okay? So, c'est très difficile de faire rouler ton économie si tu ne fais pas d'échanges avec d'autres pays. Okay? Le Canada, on l'a fait toujours avec les États-Unis, nos échanges. So, est-ce que vous pensez que ça va bien fonctionner, cette idée-là? OK?
OK, ils peuvent rien faire de ce qui se passe comme si les États amènent des choses à la Grande-Bretagne. OK. Ben, OK, la France est ici, là. So, eux autres, ils veulent mettre comme genre un border qu'ils peuvent pas y aller. Mais c'est quoi le problème que... Qu'est-ce que le manque d'échange peut causer à ces pays-là? Ben, comme ces pays ici, eux autres sont habitués de faire des échanges avec la Grande-Bretagne. Ils ont beaucoup de biens qui viennent de là. Cela, si toi, tu laisses plus la Grande-Bretagne passer, eux autres sont en train de souffrir plus que la Grande-Bretagne en ce moment. Alors, tranquillement, pas vite, tu vas voir des pays qui arrêtent de suivre le blocus continental. Ils vont arrêter de le faire parce qu'ils réalisent que on va mourir, notre pays ne peut pas survivre comme ça, OK? C'est des échanges qui sont nécessaires pour nous. Donc, on commence à voir un peu que, oh, Napoléon a eu une petite perte, là. Le monde ne l'a pas backé. OK, ça a marché au début, mais le monde ne l'a pas backé jusqu'à la fin. Suite à ça, vous vous rappelez quand je vous ai dit que c'était son frère qui était au pouvoir de l'Espagne? Les Espagnols, ils n'aiment pas ça. OK? Puis Napoléon, il a donné l'ordre à son frère, vous allez envahir le Portugal, qui est juste à côté de l'Espagne, dans le petit coin au sud-ouest. Puis le pays lui-même a refusé de l'aider. So, le pays de l'Espagne, comme le peuple, okay, so, il va y avoir certaines armées espagnoles qui vont se battre pour Napoléon, puis certains soldats qui vont se battre contre Napoléon. So, c'est comme une guerre qui se passe dans l'Espagne. Okay? La Grande-Bretagne va dire: Ah, vous avez des problèmes avec Napoléon. Voilà, des soldats. Allez-y, allez-y. Ils vont aider l'Espagne à déclarer une indépendance. Okay? Ils vont se tranquillement, pas vite, OK? Entre 1808 et 1814, ça va prendre du temps, là. OK? Ça, c'est une guerre continue qui se passe entre les deux parce que l'Espagne veut son indépendance. Ça va prendre du temps. Éventuellement, ils vont se débrancher de la France. OK? Napoléon, lui, il dit, ben, il faut que je blâme quelqu'un. OK? Les Anglais ont rentré, là. Ils ne sont pas supposés. Le blocus continental dit qu'ils n'ont pas le droit de rentrer. Ça doit être la faute des Russes. Ils sont à l'autre extrémité de l'Europe. Mais il faut qu'il y ait, genre, un scapegoat, right? Faut que ce soit la faute à quelqu'un. Alexandre, c'est de ta faute que les Espagnols sont en train de se révolter. OK. On va revenir à ça dans 2 secondes. Un petit à côté qui est important à noter, c'est que sa deuxième femme était Marie-Louise. Sa première femme était qui, Anne-Marie? Joséphine. OK. Joséphine, qu'est-ce qui était le problème? Puis c'est toi d'ailleurs qui m'a dit ça l'autre journée, Anne-Marie. Fidèle. OK, un manque de fidélité et n'était pas stérile. Ouais, elle ne peut pas avoir des enfants. So, lui, il dit, maman m'en chercher une deuxième. Premièrement, c'est... Hein? Ah, OK. OK. Fait que c'était surtout pour des raisons héréditaires, comme j'ai besoin d'un empereur, j'ai besoin d'un deuxième, une personne pour continuer après moi. Marie-Louise, elle, est la fille de l'empereur de l'Autriche, qui était le frère de Marie-Antoinette. So, il a marié la nièce de Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est dans quelle famille, Esther, depuis qu'elle s'est mariée à Louis XVI? Quelle famille? Les Bourbons. Les Bourbons, c'est quoi? Ouais, so lui vient de se marier indirectement dans la famille royale. So là, toutes ces idées, là, il vient juste de tuer un Bourbon il n'y a pas longtemps, là. OK? So là, toutes ces idées anti-royalistes, il prend tout d'un coup un 360, là. Non, 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 écoute, héréditaire, tu sais, c'est bon pour la France que la famille soit là. Puis, tu sais, ben, ça tombe bien parce que moi, je fais partie de la famille, c'est une des raisons pourquoi je t'en prends. Celui il commence à comme backtracker parce qu'il a réalisé, oh, oh, regarde qui j'ai marié, là. OK? Mais il pense qu'en faisant ça, les royalistes vont être de son bord maintenant. C'était un des groupes qui était contre lui. Il pense, j'ai épousé Marie-Louise. So, il y a beaucoup d'autres raisons, là. Mais j'ai épousé Marie-Louise, puis là, je suis rentré indirectement dans la famille royale. So, là, il commence à être un petit peu plus comme l'Ancien Régime, il y avait des bonnes choses. Mais l'Ancien Régime, là, ça fait depuis 1789 qu'on essaie de s'en débarrasser. Okay? So, essaye pas de le ramener pour rien. Anyways, revenons à la Russie. OK, Adam? Il vient de blâmer la Russie pour
avoir eu ces grandes indépendances-là en Espagne. So, Napoléon dit, on rentre en Russie, on s'en va pogner Alexandre. Il arrive là avec 600 000 soldats. Ils sont même pas tous français, là. Okay? C'est parce que son empire. Là. So, il a ramassé 600 000 soldats. Puis, il dit, c'est parce que vous ne voulez pas faire partie du blocus continental, vous n'avez pas fait votre job. So, on s'en vient vous le dire comment faire. On s'en vient vous montrer comment faire. Qu'est-ce qui est pas bon à propos de la Russie pour Napoléon? Ouais, c'est froid à mort, là. Okay? C'est gelé raide, là. Ouais, mais la Russie, c'est. Tu sais, le Canada, nous autres, on a le sud de l'Ontario. OK? C'est pas fret, là. Ça, c'est pas fret. OK? Mais la Russie est à peu près au niveau de le nord du Québec, proche du territoire du Nord-Ouest. Ça, c'est le sud de la Russie quasiment. Ben là, il y a les suds qui rejoignent le Moyen-Orient, là. Mais on parle de, pour la France, qu'est-ce qu'ils voudraient envahir? C'est froid, là. OK? So, on a eu en 1812 la bataille de Borodino. Dans la bataille de Borodino, il n'y a eu vraiment pas de gagnant qui était clair, mais Alexandre a décidé. Là, ça fait une couple de fois qu'il fait ça, Alexandre. Il va dans une gare, là, il back up. Il a décidé, tu sais quoi, je ne peux plus me battre avec vous autres, je m'en vais. Il prend toutes ses forces, puis il s'en aille plus creux en Russie. La Russie, c'est une grosse patente, là. Ils sont d'être sur le bord, en train de battre avec la France. Lui, il va plus creux. Napoléon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire logiquement? Ben, si tu vas plus creux en Russie, tu t'en vas comme dans du terrain inconnu que lui connaît. Tu aurais dû juste comme, va-t'en chez vous, là, puis essayer de faire la paix. Non, lui, il court après. Il court après la Russie avec son armée, puis il dit, on va vous avoir, on va vous avoir, on va vous avoir. Mais la Russie sont plus smart qu'ils ont de l'air. OK, ben, ils ont de l'air. On n'a pas dit comment ils ont de l'air, là. Les autres, ils ont dit, ben, OK, first of all, il fait fret au bout. Deuxièmement, eux autres, ils dépendent sur l'agriculture, puis ça, pour manger. Le terrain. Ils mangeaient des choses comme des fruits, whatever. Parce qu'ils ont tout leur propre terrain. Là. Ils ont détruit au complet des plans d'agriculture. Ils ont détruit au complet en chemin tout ce qui pourrait être de la nourriture pour les Français. So, il n'y avait plus rien qu'ils pouvaient manger, plus rien comme ressource. Fait que là, en plus de ça, ils tuaient des soldats français. So, Napoléon a dû s'en retourner, puis il y en a juste. Oui, eux autres. Ah, c'est très mauvais pour les paysans de la Russie. Mais eux autres, ils étaient comme. Avec Napoléon, il ne faut pas le chien, right? C'est un dictateur qui va, une fois qu'il rentre chez vous, t'es fait. Fait que les autres, ils disaient, on veut juste. Mais là, on s'entend qu'ils ont tout détruit ce qui est sur le bord de Napoléon. Sur leur bord, il y avait besoin de manger les autres. Tout là, ils gardaient du stuff sur leur bord. Mais ils détruisaient tout ce qu'il y avait sur le bord de Napoléon. Il est revenu avec 30 000 de ses 600 000 soldats, Napoléon, dans cette guerre-là. Okay? So, il n'y a pas eu. C'était pas une défaite officielle. C'était considéré comme le climat ou la température a défait Napoléon, pas les Russes. Okay? C'était pas sa défaite officielle. Mais là, les Russes ont réalisé, OK, il est temps qu'ils partent. Là. Quand j'ai dit une réalisation graduelle avant d'hier, ça veut dire qu'il a commencé à réaliser, OK, tout le monde a commencé. La Prussie, l'Autriche, la Russie, la Grande-Bretagne, on dit. C'est temps qu'ils partent, puis la Suède aussi s'est joint. So, on avait finalement la quatrième coalition qui a duré de 1813 à 1814. Ils ont été en guerre avec Napoléon. Okay? So là, tu as une powerhouse. Tu n'as jamais eu toutes les 5 en même temps. Okay? Tu avais déjà 2, 3, 4. Là, tu as toute la gang. Tu dis, excuse, j'ai oublié d'ajouter Suède à la quatrième coalition, qui faisait également partie de ça. So, on a eu ce qu'on appelle la bataille de Leipzig, ce qui est la plus grande bataille dans l'histoire mondiale à date. Okay? So, on n'a jamais eu une bataille aussi grande dans toute l'histoire jusqu'à 1813 quand on a eu la bataille de Leipzig. Jusqu'à ce temps-là, la guerre mondiale, c'est dans les années 1900. Right? So, à date, ça veut dire toutes les guerres qu'on a eues dans les Amériques, compare même pas à la grosseur de cette guerre-là. Parce que tu avais toute la grosse coalition contre l'Empire français, qui appartient à plein de pays aussi qui ont des armées avec eux autres. Quand ils ont eu cette bataille-là, ça a été officiellement la première défaite de Napoléon. Officiellement, ils ont perdu les Français. Puis ça l'aide pas qu'ils ont perdu 570 000 soldats en Russie. Il était vraiment gaspillé son temps. Là. Okay? Pendant ce temps-là, lorsqu'on a terminé la guerre, on a pris Napoléon, puis on a dit, OK,
voici ce qu'on va faire. Tu peux rester au pouvoir en France si tu redonnes tout le terrain que tu as gagné. Qu'est-ce que tu penses, Napoléon va dire de ça? Non, j'ai fait. Ça fait combien d'années qu'il travaille là-dessus? Ça fait 15 ans qu'il travaille sur gagner ces pays-là. Il est comme, non, je donne pas ça. OK. Chaque pays de la coalition a donné 150 000 soldats. Ils ont tous rentré en France puis ont dit à Napoléon, tu vas céder ton trône. Tu ne seras plus au pouvoir. Napoléon, de son côté, dit, OK, je ne serai plus empereur. Il l'accepte, mais tu n'as pas le choix, là. Ils ont envoyé 150 000 soldats par pays pour te le dire. So, il y en a 5 pays à date. Il y a d'autres petits pays qui se sont joints à la coalition, mais les 5 grands. OK? So, qu'est-ce que la quatrième coalition décide de faire? Ils amènent un Bourbon comme roi de France. OK? So là, on vient de faire un gros return dans ce qu'on avait. OK? On a eu Louis XVI. La Révolution française a débarqué Louis XVI. On avait eu des monarchies constitutionnelles, on a eu une république, on a eu un directoire, on a eu ensuite le gouvernement de Napoléon, un empereur. Puis là, on vient de retourner. On a un roi, Louis XVIII. Louis XVIII, c'est le frère de Louis XVI. OK? So, il est encore vivant. Il est vieux, il est fatigué, il n'est pas trop tough, mais il est encore là. OK? Ce qui est arrivé, c'est que le dauphin de France que vous avez vu dans Marie-Antoinette, Louis. Ouais. OK, de négligence, ben, il était malade dans une prison politique. Puis ils l'ont pas guéri, ils n'ont pas rien fait, il est mort. OK? Donc, quand ils ont tué ses parents, ils ont pris Louis, puis ils l'ont mis dans une prison politique, les républicains. Puis ils l'ont laissé là. Il est mort éventuellement. Attends une minute. Il est né au début de la Révolution. Il aurait peut-être 7-8 ans. On pourrait checker tantôt, voir l'âge qu'il avait. Ils l'ont pas tué, ils l'ont juste laissé mourir. Ça rappelle quand les républicains ont venu au pouvoir, c'était comme genre, il y avait peur que les royalistes viennent back. Il y avait peur qu'ils back un roi. So, ils ont tué Louis XVI. C'est quand il y avait, c'est pas Marat qui avait, non, pardon, c'est pas Marat, c'est, voyons, qui avait écrit c'est Maximilien Robespierre qui avait dit la seule façon de se parler d'une république, c'est si ton roi vient de mourir. La seule façon d'avoir une république, c'est avec la mort d'un roi. Fait qu'ils ont tué le roi, ils ont tué la reine, puis ils ont emprisonné le dauphin. OK? Ouais, il n'y avait pas une révolte contre la République. So, si lui, il n'est pas dans le portrait, essentiellement. Je le sais. Mais là, ils ont. Ils ont ouais. Ben là, ce qui arrive, c'est que on devrait, en principe, lui devrait être Louis XVII. Là. En principe, parce que tu peux juste être parmi cette longue liste-là si tu as été roi. Right? Tu pourrais te faire appeler Louis, mais si tu ne vas jamais être roi, tu n'es pas Louis XVII. So, l'autre, son enfant, le dauphin de France, était le roi qui n'était pas officiel, c'est le unofficial roi de France pendant la Révolution, quand que Louis XVI est mort. Fait qu'il y a encore les royalistes qui ont dit ça, c'est Louis XVII. C'est pour ça qu'on a skippé par politesse, par respect, que celui-là était pas officiellement, mais il était kind of roi de France par la liste héréditaire. OK? Ah oui, ça je ne savais pas. Ouais, ça je ne savais pas. Alors lui, ce qu'il a imposé Louis XVIII quand il était là, c'est qu'il a imposé une législature, comme ils ont en Angleterre. Okay? So, c'est une monarchie constitutionnelle. C'est pas ça que vraiment la France voulait dès le début. Une monarchie comme l'Angleterre. C'est pas l'Angleterre qui a dit faut que tu mettes le frein là-dessus, là, tu ne peux pas aller trop vite parce que tu vas avoir un paquet de scrap qui va t'arriver. Okay? On était patient. Si on aurait été patient, probablement on aurait fini ici avec Louis XVI. Mais il fallait que ça change. Fallait que ça change. Là, on vient d'arriver à une législature. Dans la législature, il va y avoir deux partis qui sont représentés par les classes riches. Les classes moyennes et les classes pauvres ne sont pas trop contents que ça, but on a une monarchie constitutionnelle. Puis, la majorité des réformes napoléoniennes vont demeurer. So, comme ces réformes qu'il a faites, là, qui on disait c'était bon, il a dit hein, c'était bon. Ce qu'il a fait qui n'était pas bon, c'est qu'il a décidé qu'il faut que tout le monde suive ces lois-là.
So, on va signer en 1814 le premier traité de Paris. Je dis le premier parce qu'il y en a un deuxième qui s'en vient. Devinez pourquoi. Dans, dans ce traité-là, France va redonner tout ce qu'ils ont remporté pendant la Révolution. Ils vont redevenir ce qu'ils étaient. Il ne va pas avoir d'imposition financière. Ils vont être vraiment à fin. Là. Les pays-là ont dépensé des milliers de dollars en guerre contre la France, puis ils ne vont même pas faire la France payer pour ça. C'est comment est-ce que la quatrième coalition essaie d'être gentille. Okay? C'était un leader fou. C'était pas le peuple. On ne va pas faire le peuple souffrir. Puis on a exilé Napoléon à l'île d'Elba, qui est au sud de la France, une petite île. Puis on lui a dit, tu peux être empereur de cette île-là, si tu veux. Okay? Un petit à côté, en passant, son fils à Napoléon, Napoléon II, n'a jamais officiellement été empereur de la France. Okay? On lui a, pareil comme Louis XVII, on lui a donné, sur les ceux qui sont à pro-Napoléon, lui ont donné le titre comme empereur de France. Ouais, il est mort très jeune. Ben, OK, j'ai dit qu'il y en a un, le premier traité de Paris, c'est parce qu'il y en a un deuxième qui s'en vient. Je ne connaîtrais pas son âge par cœur. Là. OK. So, on va signer ce qu'on appelle le Congrès de Vienne en 1815. OK? So, toutes les puissances européennes, d'ailleurs, tous les pays de l'Europe en général vont être là. Mais les 5 plus gros, France, Grande-Bretagne, Russie, Prussie, Autriche, vont être là. C'est eux autres qui, vraiment qui vont avoir le dernier mot à dire. C'est comme quand on a l'ONU, right? On a les 5 grands qui se rencontrent quand on a l'ONU pour faire les décisions. Puis les autres, ils consultent le reste des membres de l'ONU. So, ce qu'ils vont essayer de faire, c'est ramener toutes les familles qui étaient au trône des pays européens qui reviennent. C'est ce qu'ils veulent avoir dans le congrès de Vienne. Okay? Ils disent ça, c'est les leaders légitimes. C'est eux autres, ça devrait encore être eux autres qui mènent. Ça devrait être encore cette famille-là qui mène. So, ça devrait être encore des Bourbons en France. Pour les compensations, ils ont dit les pays qui ont passé ces années-là à se battre avec la France devraient avoir du stuff back. Alors, on va donner des bases navales à l'Angleterre. L'Autriche va avoir une partie d'Italie puis de la Pologne. La Russie va recevoir la majorité de la Pologne et elle va recevoir la Finlande, okay, qui est aujourd'hui un pays indépendant. La Prussie, pardon, va recevoir le Rhin, qui est la Confédération du Rhin. L'Allemagne appartient maintenant à la Prussie. Et une partie de la Pologne, la Suède va recevoir la Norvège. C'est pour ça que la Norvège et la Suède, souvent, il y a beaucoup de ressemblances entre les cultures. Qu'est-ce que tu penses? Oui, mais ils ont fait quoi pendant des années de temps? Ils ont eu le gros du bâton pendant 15 ans. Okay? On a aussi essayé d'équilibrer le pouvoir. Ça veut dire que ça rappelle les Pays-Bas espagnols, puis les Pays-Bas de l'Hollande, puis les. Non, il y a un Pays-Bas, Star, OK? On les a rejoints ensemble, puis on a les Pays-Bas, Netherlands, qu'on connaît aujourd'hui. Ils viennent d'être nés, OK? Puis les affaires de. So, on dit qu'on est en train de renforcer cette région-là. Si on les met toutes ensemble, on fait les Pays-Bas, sont juste à l'extérieur de la France. So, là, il y a une armée assez puissante qui les attend là. Tu as l'Espagne de ce côté-là, tu as l'Italie de ce côté-là. On va encercler la France, puis tu as la Grande-Bretagne là. Ce qui veut dire s'ils veulent essayer. So, ils disent, si un pays souhaiterait avoir le pouvoir, un pays en guillemets, parce qu'on sait qu'ils parlent de la France, là. Okay? C'est les autres qui ont peur, qui décident de revenir au pouvoir. Oui. Oui, excuse. Il y a les Pays-Bas, mais il va y avoir la Belgique qui va être aux côtés de ça. Pour l'instant, c'est un gros Pays-Bas. Bon, la Suisse va devenir neutre. Okay? So là, historiquement, ils sont neutres. Okay? La Suisse, c'est pas parce qu'ils veulent pas nécessairement. Dans le temps, la motivation, c'était s'ils sont pas sur le bord de la France, c'est déjà un bonus. Okay? C'est français, la Suisse. Il y a beaucoup de Français qui habitent là. Parce que pourvu qu'ils sont sur notre bord, bonus. Puis le Saint-Empire romain, c'est fini. Il n'y en a plus. Il va y avoir 39 États, puis on va appeler ça, si je ne me trompe pas, la Confédération allemande. C'est ça? Ouais. OK. So, on va finalement appeler. Puis ça va être un regroupement. Okay? On avait la Confédération du Rhin, on avait la Prussie. Tous ensemble, on appelle ça la Confédération allemande. So, le nationalisme allemand a finalement fait son chemin. Là, on revient avec Napoléon. Okay? Il était tanné d'être de ce style-là, lui. Ça sonne comme un cartoon, hein? Tu sais, comme le bad guy revient s'aider, là, il veut juste pas s'en aller. OK. So, on appelle ça les 100 jours. Okay? De mars à juillet 1815, Napoléon s'est pogné une armée française. Il est venu à bout de convaincre des gens de se battre avec lui. Puis, il va se rendre à Paris, puis il va retourner au pouvoir. Il va chasser Louis XVIII du trône.
Il va lui dire, va-t'en, tu vas mourir. So, Louis XVIII, hop, 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 s'en va. Sort de France. So, back au pouvoir, Napoléon. Ben, il y a eu une couple de petites batailles, là, mais la majorité du peuple français vient de backer Napoléon encore. OK? Parce que là, lui, tout ce qu'il a à dire, regarde toutes les lois qu'il a gardées. C'est qui les a faites, ces lois-là? OK? So là, encore une fois, on voit à quel point il est intelligent. Là, OK? Il est capable de garder le peuple de son côté, même après tout ce qui vient d'arriver. C'est là d'où il y a eu la bataille de Waterloo. Je crois qu'à ce point-là, ça s'appelait la 7e coalition parce qu'il y a eu une coupe de coalitions dans le milieu que j'ai juste décidé de passer au travers. On va appeler ça la Grande Force. Okay? Les mêmes pays qui l'ont débarqué auparavant ont encore parvenu à le faire. Ça, c'est d'où ce que je disais. Il y a eu la fameuse phrase merde de théâtre français vient de Napoléon. Okay? Quand ils sont à la bataille de Waterloo, ils savaient qu'ils étaient pour perdre. Ils savaient qu'ils étaient pour perdre, puis ils venaient à bout de convaincre tout son peuple. Who cares, on le fait anyway, puis ils ont crié merde ensemble avant d'y aller. C'est là d'où la tradition théâtrale vient de. Tu dis merde avant d'aller faire le spectacle. Même si ça va mal, who cares? Okay? Moi, j'ai tendance à dire à du monde, tu vas screw up. So, arrête de te stresser. Ça a l'air d'être la même. C'est le même concept. Okay? Lui, il va être exilé à Sainte-Helena, qui est une île à côté de l'Afrique maintenant. Ils sont là, chupés loin, là. Puis il va mourir, là. Okay? Il ne sera pas capable de revenir cette fois-ci. La façon qu'il est sorti, il doit avoir eu de l'aide, c'est certain, mais aussi il y a des façons de transporter des choses à Alba. Il aurait fallu qu'il ait à bout de poigner une possession d'un bateau en quelque part. Ouais. Il était pirate. So là, le deuxième traité de Paris revient. Tu sais, tantôt quand on a dit on ne va pas vous faire payer rien, c'était pas de votre faute. Ah là, cette fois-ci, ils vont payer des taxes en fou. OK? Ils ont dit, tu sais quoi? Non, c'était de votre faute. Parce que il est revenu puis vous avez rallié derrière lui comme si c'était rien. OK? Ils ont dit non, tu vas payer, vous allez tous avoir des taxes, puis vous allez aimer ça. OK? So, le peuple français vient juste de devenir un petit peu plus pauvre en général. Sainte-Helena? Ben, c'est Sainte-Helena, c'est ça que j'ai écrit? Ouais, en anglais, c'est Sainte-Helena. Sainte-Hélène en français, pardon. C'est quoi, je ne suis pas certain s'il y avait des gens. Je sais qu'il y a une peinture qui est assez fameuse de Napoléon qui est debout sur sur le bord d'un rocher sur l'île, puis le bateau, il s'en va. So, ouais. Il est mort de vieillesse là, ou de maladie ou peu importe. Là, vraiment, l'histoire de Napoléon finit là. Parce qu'on ne l'a jamais revu. Donc, on assume qu'il est mort là. Peut-être qu'il a fait des essais de revenir. Puis ça a tombé à l'eau. Peut-être qu'il s'est fait manger par un requin en chemin. On ne saurait pas exactement. Une petite colonie là-bas en plus. Bon. Ah, OK. So, on va commencer l'activité ici. Je vais juste